et bienvenue à ce 27e numéro de Territoire Éco. Territoire Éco, c'est l'émission dédiée à l'actualité économique azuréenne du groupe Nice Matin, réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur et le journal Tribune Côte d'Azur. Comme d'habitude, j'ai à mes côtés pour présenter cette émission Agnès Farrugia, journaliste au service économie de Nice Matin. Bonjour Agnès. Bonjour Karine. Et Isabelle Ozias, rédactrice en chef de Tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et au sommaire de ce numéro, la grande interview de Pierre Gattaz, ancien président du MEDEF, qui viendra parler de son dernier ouvrage, Gagner plus, c'est maintenant, mais aussi du lancement de l'Institut des solutions Sud. Au programme également, le journal de l'Écho qui résumera l'actualité économique du mois de septembre, la rubrique en coulisses qui prendra un peu d'avance sur Noël, puisque nous irons découvrir les secrets de fabrication de l'artisan chocolatier Lac. Et enfin, comme le mois d'octobre est celui de la cybersécurité, nous recevrons Karine Uzan de Cyber Keep Cool. Et tout de suite, place à la grande interview. Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes entre autres à la tête de Radial, une ETI de composants électroniques, mais aussi d'un domaine viticole, le château de Sannes, dans le Luberon. On vous connaît également pour avoir créé 1 million d'emplois en 5 ans, lorsque vous dirigiez le MEDEF national entre 2013 et 2018. Et si vous êtes avec nous sur ce plateau, c'est que, comme à l'accoutumée, votre actualité est très chargée. Vous venez de publier, avec 3 autres chefs d'entreprise chevronnés, un livre au titre aguicheur, puisqu'il s'agit de Gagner plus, c'est maintenant. Et vous y décrivez 30 mesures qui permettront aux Français d'augmenter de 30% leur pouvoir d'achat d'ici 10 ans. Et vous êtes aussi à Nice pour lancer l'Institut des solutions Sud. Alors Pierre, avant d'aborder les grandes lignes de votre livre, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la situation économique et politique du pays ? Oui, alors la situation politique est catastrophique, hein, comme vous l'imaginez. Bon, je rencontre pas mal de gens, de patrons, de commerçants, d'artisans, de salariés aussi, qui en fait en ont ras-le-bol de cette instabilité politique depuis la dissolution, des petites phrases par-ci, et c'est assez insupportable. Et quand vous êtes patron, vous avez l'impression d'être pestiféré, parce que certains partis en plus poussent le vice à nous dire mais vous êtes mauvais, rendez l'argent, vous gavez de dividendes, etc. Enfin des choses que nous, on n'en peut plus parce qu'on est à la guerre, on est dans une guerre mondiale, les Chinois arrivent avec des prix très bas, on doit motiver nos équipes, on doit défendre le cash, on doit s'occuper des droits de douane américains, et quand vous retournez en France, eh ben, on vous insulte. Donc ce petit côté, je dirais, très pénible, vous voyez, fait qu'il y a de l'anxiété, il y a de la nervosité partout, et surtout il y a un gros ras-le-bol, il y a une grosse colère sourde. Alors on est dans nos boîtes, on bosse avec nos salariés, on y va, on continue de se battre, si vous voulez. Donc sur le plan économique, ça c'est pas encore trop catastrophique, mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que ça continue, ces petites phrases-là continuent jusqu'en mai 2027. Vous voyez, ça risque de faire très 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 long. Et oui, et justement, cette situation politique-là qui s'enlise un peu. Et ben justement, c'est ce que je vous dis, c'est que on va de rebondissement en rebondissement. On peut remettre en cause un certain nombre de réformes qui allaient dans le bon sens. Moi, j'entends des gens qui veulent remettre en cause la politique de compétitivité de la France, qui a été mise en place par Hollande et Valls, puis par Macron, qui a donné des résultats incroyables. On a créé 2,3 millions d'emplois quand même en 9 ans. Alors après, il y a eu le Covid avec le quoi qu'il en coûte, débridé, déplafonné, qui a fait mal à la France parce que les autres n'ont pas géré ça, je dirais, comme un fonds perdu, et aujourd'hui la dissolution a créé un schisme, mais au-delà de nos entreprises, sur le plan mondial, les gens comprennent pas ce qu'on fait, et c'est assez dramatique de voir des partis politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un compromis, sur un consensus pour aller ensemble et sauver le pays, donc et sauver la France qu'on doit redresser. Alors on a plein d'atouts, mais il faut qu'aujourd'hui ils s'entendent. S'ils s'entendent pas, je sais pas où est-ce qu'on va aller, et il est temps que ça s'arrête. Je ne sais pas comment, mais il faut que ça s'arrête, quoi. Le cirque politique actuel. Agnès. Alors avec tout ce qu'on vient de dire, votre dernier ouvrage qui s'intitule Gagner plus, c'est maintenant, est-ce que c'est possible ? Oui, alors si vous voulez, la jeunesse de ce livre, c'est juste après la dissolution, parce que là on a vu la boîte de Pandore s'ouvrir, les pensées tristes de Spinoza, la haine, la jalousie, vous voyez, être vindicatif, on se déteste tous, on importe les chaos de l'extérieur vers la France, enfin, tout ça est insupportable quelque part, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec un groupe de chefs d'entreprise, donc mes 3 partenaires, patrons avec lesquels j'ai écrit le livre, Michel de Rosen, Maxime Ayache, Xavier Fontanet, qui sont des patrons aguerris,
On s'est dit, il y a 30 réformes à faire pour le pays qu'il faut continuer de faire, que Hollande, Valls ont commencé à faire et que Macron a poursuivi, mais on est au milieu du gué. On est passé de 10,2% de chômage à 7,2%, c'est très bien, mais il faut aller à 4%. Il faut continuer le plein emploi à l'horizon, redresser la France, elle a des déficits qui sont énormes. Et on s'est dit, si on fait un livre avec des réformes économiques toujours les mêmes, présentées de la même façon, ces réformes souvent comptables, qui sont traitées tout de suite d'ultralibérales, antisociales, bon, on connaît la musique. Bon, alors on s'est dit, mais il faut faire comme le million d'emplois. Si vous faites ces réformes-là, eh bien, ça va créer non seulement de l'emploi, mais ça va créer du pouvoir d'achat. Et on se dit, en effet, le problème, la préoccupation numéro 1 des Français, c'est qu'ils ne gagnent pas assez par leur métier, leur travail. Le salaire net est comprimé par un modèle social très généreux et les entreprises sont comprimées par un coût du travail élevé. Et donc, on s'est dit, ces 30 réformes, on va faire un lien avec le pouvoir d'achat des Français. Donc, chacune des réformes, ça donne du pouvoir d'achat, du salaire net en plus. Et à 10 ans, on a chiffré à 30% le gain qu'on peut faire sur chacun de nos salaires. C'est-à-dire que le SMIC à 1450 €, il doit pouvoir passer à 2000 € en 10 ans. Et c'est possible. Vous avez proposé 30 mesures pour y arriver. Enfin, Oui. quand même, 30%, ça paraît complètement énorme. Mais écoutez, vous regardez le SMIC à Genève, en Suisse, il est à 3800 € net. Alors on me dit, oui, mais il y a le niveau élevé du niveau de vie de la Suisse, c'est très cher là-bas, etc. Alors j'ai fait le calcul, les 3800 € net, ramenés à un niveau de vie équivalent en France, c'est 2500 € net. C'est 1000 € net de plus quand même. On est à 1500 net pour le SMIC, et là-bas ils sont à 2500 si vous tenez compte du niveau de la vie, du coût de la vie. Eh ben, c'est énorme, c'est possible, et 30%, je dirais même, c'est un minimum. Mais par contre, en effet, tout le problème, c'est de savoir si les Français veulent gagner plus, et c'est ce que j'entends partout, y compris l'assurance chômage. Moi j'ai pris un taxi il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, monsieur Gattaz, c'est un scandale, moi je bosse 10 heures par jour dans mon taxi, et mon beau-frère est devant la télé à regarder le foot toute la journée, il gagne plus que moi au chômage. C'est un scandale. Et c'est pas le premier qui me dit ça. Donc les gilets jaunes, les gens revendiquaient, les commerçants artisans qui étaient sur les ronds-points revendiquaient d'avoir plus d'argent parce qu'ils payaient trop d'impôts. Les Nicolas qui payent, c'est un mouvement qui s'est mis en place depuis quelques mois et c'est très fort. Les gueux d'Alexandre Jardin, on est aussi sur les mêmes combats, c'est-à-dire il faut que tout ça paye. Il faut que le travail soit réenchanté et ça paye. Mon frère, il va gagner plus au chômage, mais pendant un temps court. Oui, c'est vrai, mais malgré tout, derrière, vous avez des aides, parce que vous savez que vous avez beaucoup d'aides en plus qui font que, je connais un certain nombre de personnes qui bossent 15 heures par semaine, et au-delà, ils veulent surtout pas travailler parce qu'ils ont l'aide, le logement qui tombe, oui, etc. Après, ça tombera. On l'écrit dans notre bouquin, si vous voulez. Donc tout ça, c'est pas normal. Il faut que ceux qui travaillent gagnent plus. D'ailleurs, j'étais contre les 2 jours fériés travaillés non payés. Parce qu'il faut que le travail paye, toute l'heure supplémentaire de payer. Donc dans notre livre, si vous voulez, on a expliqué qu'il y avait 4 façons de gagner plus. C'est peut-être la question suivante. C'est comment on fait. La question suivante, c'est si c'est si simple que ça et si entendable et compréhensible par tous, nous on comprend, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le mettre en place? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas à mettre en place, parce que si vous voulez, on est parti curieusement par une culture, comment dire, d'une sphère d'État-providence. Alors, la sphère d'État, l'État-providence, il lui fallait des moyens, etc. Et on ne s'est pas aperçu qu'on l'a rendu obèse, avec 1200 agences, avec 1 million de fonctionnaires en trop. Par rapport à l'Allemagne, si vous comparez la population allemande et la française au même niveau, où nous avons 1 million de fonctionnaires en trop. Alors on me dit, monsieur Gattaz, mais vous n'avez pas enlevé des gendarmes, des policiers, des machins. Je dis, surtout pas. Je veux muscler la sphère publique. La muscler, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on va gagner, il faut qu'ils gagnent plus, ces gens-là. Les juges, les policiers, les médecins, les enseignants, etc. Mais par contre, vous avez une sorte d'administration administrante qui a été mise en place, comme de la Grèce. Alors, je n'ai pas rien contre les fonctionnaires. J'ai mon époux des fonctionnaires, j'ai plein de gens autour de moi des fonctionnaires qui bossent comme des fous, qui sont engagés, formidables. Mais ils souffrent d'un système qu'on leur a mis sur la tête. Et donc, ce système, eh bien, les 1 million d'emplois dans la fonction publique, vous les trouvez où? Il y en a 500 000 de trop dans les territoires. Nous avons 6 couches dans les territoires. Vous avez la communauté de communes, l'agglomération, la métropole, le département, la région et la nation. Ça fait beaucoup quand même. La Suisse en ont 3. Commune, canton, fédéral. Terminé. Eh bien, vous avez 2 millions de personnes qui bossent dans ces 6 couches de l'administration française, les territoires. Il y en a bien 500 000 de plus, de trop, si vous voulez. Donc ça, c'est un premier plat. Ensuite, l'administration des hôpitaux. Il y a 35% de structures dans les hôpitaux. 35. Les Allemands, c'est 25. Les Suisses, c'est 20. Donc on a trop d'administratifs, si vous voulez, qui empêchent en plus les autres de travailler normalement, parce que c'est du reporting, c'est ceci, c'est la compliance, c'est tout ce que vous voulez. Donc là, on en a encore 250 000 de trop, et vous avez 2200 agences en France qui ont été créées depuis 20 ans.
l'ARCOM, les ARS, l'ADEME, il y en a 1200. Et bien là c'est pareil, c'est 500 000 personnes qui sont là-dedans. Il y en a bien 1 sur 2 à supprimer, parce que c'est redondant par rapport au ministère. Il y a plein de redondances. Dans nos boîtes, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? On gère la motivation de nos équipes, tout le temps. On gère le chiffre d'affaires pour aller chercher les clients, tout le temps, de la croissance. Et on gère tout le temps nos dépenses, mais tout le temps. Un commerçant, il gère ses recettes et ses dépenses. Un ménage, nous tous, on gère nos recettes et nos dépenses, tout le temps. Eh bien, on n'a pas géré les dépenses de la France depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on n'a pas géré les dépenses de la France, ce qui fait qu'on a un état-providence énorme. Et donc, donc on propose des tas de réformes, je vous en ai cité là-dessus. Et le deuxième gros point, c'est l'optimisation du modèle social. Je pose la question aux Français qui nous écoutent. Est-ce que vous voulez toujours partir à 62 ans à la retraite, avoir les 35 heures, payer 39, et avoir une assurance chômage très généreuse, la plus généreuse d'Europe, à 18 mois de chômage? Tous les autres sont à 12 mois dégressifs. Bon, alors vous restez comme ça, tout ça, ça coûte. Ça coûte sur les charges sociales, les charges patronales, qui vous compressent votre salaire net terriblement, et qui augmentent le coût du travail vers le haut terriblement. Soit vous voulez rester comme ça, et vous serez toujours au SMIC à 1450, et vos enfants seront à 20% pour eux au chômage, avec un ascenseur social qui ne marche plus, ou alors on le change, on l'optimise, on se met au niveau des Européens. Et les Européens, c'est pas la révolution permanente. Quand vous allez en Suisse, quand vous allez en Allemagne, en Suède, c'est les socialistes. Eh bien, vous mettez au niveau des Européens une assurance chômage à 12 mois, pas 18, une retraite qu'il faudrait quand même augmenter autour de, on propose 67, mais pas tout de suite, pas demain matin, mais qui permettrait de dire, vous allez gagner plus. Et toutes les économies qu'on fait là, sur ces 30 mesures, ça fait 450 milliards d'économies à 10 ans. C'est 15% du PIB, c'est beaucoup. On divise ces économies en 3. 1 pour le salaire net des gens, pour faire 30% d'augmentation. 2 pour réduire le déficit. Je rappelle, le déficit de la France, c'est 150 milliards par an. Si vous faites rien, on perd tous les jours, tous les ans, 150 milliards. C'est énorme. Et troisièmement, on investit pour le futur. Donc les 450 milliards, il y en a 200 pour les salaires nets, augmentation, 150 pour enlever le déficit, et 150 à investir pour la défense et la planète notamment. Mais le calcul est juste, mais comment on peut faire dans un pays où ce matin, Elisabeth Borne, qui en tant que Première ministre avait utilisé le 49.3 pour faire voter la réforme des retraites, et ce matin, dans un gouvernement dont on ne sait pas trop, s'il est démissionnaire, en attente, annonce qu'il faut attendre jusqu'aux prochaines élections, c'est-à-dire 2027, pour reparler de cette réforme des retraites. On ne pourra jamais avancer. Surréaliste. C'est surréaliste. Notre tâche, c'est justement d'alimenter les partis politiques avec ces 30 réformes, avec une vision positive de la France, puisque le 4e bloc, c'est de retrouver de la croissance. On pense qu'on peut aller jusqu'à 2% de croissance par an. C'est ce que font les Suisses. Nous, on est depuis 20 ans, on est autour de 1% en France. Et cette année, on est à 0,5. C'est très faible. Pourquoi? Parce que les gens investissent moins, ils ont peur, c'est très anxiogène. Donc cette situation risque de durer jusqu'en mai 2027, avec des pas en avant, des pas en arrière, des partis politiques qui disent n'importe quoi sur les ondes, enfin c'est insupportable. Donc nous, il va falloir qu'on tienne, et c'est pour ça qu'on va alimenter quand même tous les partis jusqu'en mai 2027, et il faut réenchanter le travail, il faut réenchanter l'industrie. Un dernier point qui était expliqué dans mon livre, c'est qu'il y a beaucoup de peur, des jeunes notamment. Ils ont peur de quoi? De réchauffement climatique, terriblement, de l'épuisement des ressources naturelles, de l'eau qui va se raréfier, etc. Et on transforme toutes ces peurs en opportunités d'innovation, de recherche, de création de start-up, de création d'emplois, de PME, de TI. Et on dit, toutes les peurs des jeunes, la défense, on va se faire droner par Poutine, les Américains sont plus nos alliés, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous mourir d'une guerre épouvantable? Non, on va se défendre. Et donc on va recréer une stratégie de défense avec des matériaux, avec ce qu'on a fait dans les années 60-70, etc. Et là vous prenez l'IA, l'intelligence artificielle, c'est affreux, c'est horrible. Non, c'est de la productivité, et les ingénieurs français sont extrêmement forts. Souveraineté des data, ensuite la santé, ensuite le mieux vivre, le mieux se transporter, mieux se loger. Tout ça, ce sont des formidables opportunités de remonter l'industrie de 10% du PIB à 15%, de créer 1 million d'emplois au minimum, 2 avec les indirects, et de retrouver de la croissance bénéfique pour tout le monde. Parce que quand vous êtes au plein emploi, les salaires montent. Quand vous faites 2% de croissance, les salaires montent, et vous pouvez recoller au peloton des meilleurs
sociétés du monde, des meilleurs pays du monde. Et moi, j'en suis persuadé. Donc là, c'est un très mauvais moment à passer. Je suis ravi que vous me donniez de temps en temps la parole, ainsi que mes pairs. On n'est pas assez patrons de parler. Mais vous voyez, il y a un avenir. Nous, on voit toujours l'avenir en transformant très souvent des dangers, des peurs en opportunités de croissance, de créer des emplois. Pourtant, excusez-moi, durant la Covid, on a vu qu'on était dépendant des autres pays, on a essayé de relocaliser notre industrie. Oui. Ça n'a pas vraiment marché. Alors, pourquoi ça marcherait maintenant? Alors, ça n'a pas beaucoup marché parce que si vous voulez, d'abord, il y a une volonté quand même. Moi, là où je suis content, c'est que quand j'entends d'abord les Français, ils mettent les chefs d'entreprise, les patrons, autour de 70% d'estime, ce qui est très important, avec les maires. Donc, déjà, là, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont confiance dans l'entreprise, dans le travail et dans les patrons. C'est pas arrivé depuis très longtemps. Les maires aussi, et bravo pour eux. Ensuite, si vous voulez, l'industrie, il faut une volonté farouche. Et je suis content parce que pas mal de partis étaient sur un consensus depuis le rapport Gallois, puis ensuite Macron a beaucoup poussé. Mais il nous faut un environnement qu'on appelle business friendly. Une usine, vous y êtes pour 30 à 50 ans. Donc si votre environnement fiscal bouge dans tous les sens, vers le haut, vers le bas, vous n'y allez pas. Donc nous, il nous faut un environnement stable, d'une part, de confiance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et troisièmement, avec une fiscalité de champion. Parce que après la guerre, les années 60-70, eh bien c'était, on y allait, on a créé l'Airbus, les TGV, il y a plein de boîtes qui se sont créées, des entreprises familiales, parce qu'il y avait la pêche, il y avait la confiance, il y avait une fiscalité qui était porteuse. Il faut revenir avec une fiscalité incitative. Vous voyez, quand la taxe Zuckman, par exemple, qui était un scandale absolu, vous taxez les gens qui ont réussi, souvent des entreprises, des ETI, créées après la guerre. Le type, il a 100 millions de patrimoine, il a injecté tout son pognon tous les ans dans sa boîte pour faire vivre ses hommes, ses femmes, ses équipements, ses machins. C'est sa boîte, c'est son patrimoine. Il a relativement peu de patrimoine sur le côté, et on va lui dire maintenant vous êtes taxé de 2% sur votre patrimoine que vous avez accumulé depuis 50 ans. C'est de la folie. Oui, il fallait la revoir cette taxe, mais elle a fait beaucoup parler. On a quand même parlé de taxer les patrimoines élevés, parce que ça correspondait à 1800 foyers fiscaux, la taxe Zuckman. Oui, mais vous voyez les entreprises de TI, moi je vais vous dire, j'ai perdu 20 concurrents de Radial, mais 20 concurrents de Radial, il y en a 3 survivants, comme moi, à cause de l'ISF avant la loi Dutreil. Mais pourquoi? Parce que vous devez, pour payer ces taxes scélérates, c'est une taxe scélérate. Il faut vendre irresponsable. Irresponsable. Vous êtes obligé de pousser les dividendes pour la payer. Donc vous la poussez 1 an, 2 ans, 3 ans, vous affaiblissez votre boîte parce que vous mettez moins d'argent en investissement tous les ans. Ces boîtes souvent familiales, patrimoniales, territoriales, industrielles. Et c'est comme ça que 20 ans après, 30 ans après, je suis le seul, on est 3 de la connectique française, alors qu'on était 25. Et deuxièmement, l'industrie est passée de 20% à 10% du PIB. Et qu'on a 5000 ETI seulement en France, des entreprises intermédiaires. Les Italiens en ont gardé 10 000, les Allemands 15 000. On devrait être au niveau des Italiens. Et quand on me dit que c'est pas vrai, il n'y a pas de fuite des cerveaux et des électroniques, mais c'est faux. Moi, j'ai tous mes copains, pas mes copains parce que c'était mes concurrents, mais il n'y a pas que mes concurrents. Moi, je vois des gens qui sont partis en Italie, au bord du lac Léman. Il y en a plein de familles industrielles. J'en connais plein, mais des milliers, enfin des centaines. Alors, c'est pour ça que c'est idiot de dire on va vous taxer, on va taxer à réussite, alors que la Suisse fait venir les gens chez eux. Les Italiens du Nord, les Italiens d'une façon générale, ils ont trouvé l'incitation. Oui. Ils veulent que les locomotives de l'économie non seulement restent chez eux, mais se développent et ils attirent. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez redévelopper les PME, les startups, avec une fiscalité incitative, parce que par les réformes d'économie que j'ai proposées pour qu'on gagne tous plus, l'idée c'est de mieux partager la valeur ajoutée. Et là, vous allez inciter les gens à recréer des entreprises, des usines, à prendre des défis. Et tant que les gars, les startups, surtout en ce moment, disent je reste en France ou je vais à Boston, ou j'entends ça, j'entends des jeunes qui sont partis. Oui, bien sûr, oui, donc la fiscalité française doit être motivante, incitative, assumée. Ça, c'est peut-être le point politique le plus important. Arrêtez de penser que vous allez nous faire fuir. Eh ben, vous aurez la réussite, c'est qu'on aura 10% ou 15% de chômage. Et dans 3 ans, on va se réveiller avec un gros mal de tête en disant ah, c'était pas bien. Ah ben c'était pas bien. Ben non, c'est pas bien, les gars. On vous l'avait dit.
crédit, quoi. Arrêtez, vous voyez. Déjà, ouais. Alors peut-être pas, parce que on va finir là-dessus. Sur ces propositions qui sont nombreuses, la trentaine de mesures que vous déclinez dans votre livre, en fait, ce livre, c'est le support à une initiative qui, elle, est bien humaine et pratique, IDS. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est IDS et pourquoi vous êtes sur la Côte d'Azur? Alors, IDS, c'est Institut des Solutions Sud. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un cercle de réflexion qu'on a créé en parallèle du livre qu'on a sorti, qui permet de mettre déjà des idées derrière un cercle de réflexion. On l'a créé au niveau du national, Institut des Solutions Sud, des solutions, pardon. C'est un cercle à la fois de réflexion, mais aussi de pédagogie. On veut absolument rendre l'économie pédagogique, la faire comprendre, et faire que l'économie soit humaine. Moi, j'insiste beaucoup avec nos pairs pour que l'économie, c'est pas quelque chose de comptable, c'est pas quelque chose où on distribue des dividendes, où on prend des aides publiques comme on l'entend tout le temps. Il faut réenchanter l'économie. Elle est vertueuse, elle est humaine, elle crée de l'emploi, elle crée de la richesse, elle crée de la valeur ajoutée, elle crée de la fierté pour nos salariés. Donc ça, c'est un point extrêmement important pour nous. Il faut humaniser l'économie, surtout en France. Troisièmement, c'est un cercle qui va permettre d'être en réception d'idées, de bon sens, de terrain. Tout le monde pourra contribuer sur un site internet qu'on a développé, qui sera prêt le 1er novembre, et qui permettra pour nous et notre équipe de redonner des synthèses de ces idées, des meilleures idées, aux partis politiques avant tout, et à tout un chacun. Et j'ai créé IDS Sud parce que j'ai un ami formidable, un entrepreneur de génie, qui s'appelle Yvon Grosso, que tout le monde connaît à Nice, qui a été patron du MEDEF PACA, un type remarquable, très humain, et on sait tout de suite, enfin ça fait 15 ans qu'on se connaît, et Yvon m'a proposé en effet de créer cette petite structure. Il y a un bureau, il y a un trésorier, il y a un directeur général, Vincent Tricard, formidable, et là ça y est, on est parti. Au niveau national, on n'est pas aussi organisé, donc là le Sud a encore marqué des points extraordinaires. On a fait 3 ans d'avance sur tout le monde, et bien on a cette petite équipe qui va être à la manœuvre, et on a inauguré l'IDS Sud hier soir. Il y avait 250 personnes dans la salle, c'était absolument génial. Et donc je remercie 1000 fois Yvon et sa petite équipe qui va faire avancer l'IDS sur tout le plan territorial, parce qu'on vient de créer le premier magasin IDS Sud. Maintenant on va le faire dans le Nord, mais les pionniers l'ont fait, Yvon l'a fait. Agnès? Alors moi j'ai plus où on en est, mais je voulais vous demander, la première chose à mettre en place au vu de la situation politique, ce serait vraiment la fiscalité des entreprises pour refaire repartir l'économie? Le quick win, comme on dit. Oui, je crois que si vous voulez, il y a le discours, le narratif, il faut expliquer aux Français pour qu'on les embarque comme dans une entreprise. Vous passez une crise, mais vous montrez l'horizon. Et je crois que il n'y a pas cette vision. Les politiques aujourd'hui, surtout certains partis, c'est taxer tout ce que vous pouvez. Il n'y a aucune vision, il y a comment on réindustrialise le pays et comment on fait des économies. Donc en effet, il faut absolument qu'on revienne à un enchantement d'une vision à 10 ans de la France qui a des atouts immenses. Je crois que ça commence par une vision et un narratif que tous ensemble, on peut faire des choses avec nos salariés. Vous savez, on est une armée, nous, il y a 4 millions de patrons et 21 millions de salariés. Ça fait 25 millions de personnes qui, dans la plupart des cas, veulent protéger l'économie, leur outil de travail. Ils sont tous avec nous. Et ils ne comprennent pas que la folie, je dirais, c'est pour ça que les politiques, aujourd'hui, ça va pas du tout. Hein. Je suis désolé, ça va pas du tout. Hein. Isabelle, on termine avec le Château de Sannes. Parlez-nous de votre dernière start-up, le Château de Sannes, de l'industrie. Au monde viticole. Alors en effet, après les composants électroniques, et je reste toujours le PDG de Radial qui fait presque 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3700 personnes, dont mes 5 usines en France, donc je suis très content. J'ai voulu me lancer dans un autre domaine qui est le vin. C'est un domaine vinicole qui est dans le Luberon, qui s'appelle le Château de Sannes, et en fait on a recréé tout, puisqu'en fait il y avait des grappes, des vignes, et c'est tout, et un vigneron. Donc on a recréé un chai, une boutique, et on a recréé aussi toute une partie événementielle, œnotouristes. On fait des séminaires d'entreprise. C'est un petit endroit dans le parc régional, donc c'est complètement protégé, c'est de la biodiversité partout, il y a des arbres, un petit morceau de Provence, et on le protège à mort, justement. On a replanté des arbres, on a replanté des lavandes, de telle façon on va faire un petit endroit béni des dieux, comme on dit, et on fait venir des gens qui veulent se marier, qui veulent louer, puisqu'on loue le domaine, qui veulent faire des séminaires. Il y en a beaucoup de plus en plus de séminaires d'entreprise. D'ailleurs, on se dit que ça pourrait être un endroit pour faire de la résistance libérale économique.
économique, comme il y a eu le Vercors, vous voyez, pendant la guerre, le château de Sannes pourrait être le lieu emblématique de la résistance économique pendant un certain temps. Donc on va organiser des séminaires là-bas pour l'Institut des solutions, absolument. Et puis, écoutez, voilà, mes enfants travaillent dans ce petit projet qui est un projet de long terme, territorial, familial, et on est dans la biodiversité. C'est ça qui est génial, c'est que le vin, c'est un produit magique, c'est à la fois le partage et le bien-être. Donc le partage, on ouvre ce domaine, on fait des réunions littéraires, etc., des dégustations, enfin un grand festival fin juillet pour les autres vignerons. Donc voilà, c'est un lieu de bien-être, d'enthousiasme, de partage et très proche de la nature, tout en étant économique. Donc c'est le lien entre l'économie, l'innovation et la nature, c'est un beau lien. Merci à vous trois. Pierre, vous restez avec nous et nous allons passer au journal de l'écho. Et on commence avec un coup de tonnerre dans l'écosystème azuréen. Agnès ? Tout à fait, Karine, plutôt de grosses turbulences avec la mise en examen de Betty Serroussi, qui est la fondatrice de Travel Planet basée à Sofia Antipolis. Elle et son compagnon cofondateur Tristan de Saint-Gélinet ont été rattrapés début octobre par la police judiciaire dans le cadre d'une instruction ouverte par le parquet de Lille, une garde à vue qui serait due à un ancien dossier avec Air France datant de 2017, l'époque où la société était domiciliée à Lille. Si Betty Serroussi est ressortie libre du tribunal, elle est aujourd'hui mise en examen pour escroquerie, abus de biens sociaux et blanchiment. Donc elle est sous contrôle judiciaire et elle a annoncé se retirer de l'ensemble de ses fonctions et de ses mandats, notamment celui de la coprésidence de la French Tech Côte d'Azur. Pour piloter Travel Planet aujourd'hui et depuis le départ de Betty Serroussi, Laurent Pfeiffer, qui est expert comptable et formé au droit des affaires, il est aujourd'hui président de Travel Planet et de la filiale Make It Easy. Alors, on a coutume de dire que c'est dans l'adversité que les opportunités émergent. C'est ce qu'on espère pour Travel Planet. Il y a une autre situation qui inquiète, et elle inquiète les chefs d'entreprise. Ils sont tous en colère. À l'appel de Patrick Martin, l'actuel président du MEDEF, ils avaient rendez-vous ce 13 octobre à Bercy. Pas le ministère de l'économie, mais la salle de spectacle, pour une grande manifestation patronale. C'est assez rare pour être souligné. La partie est remise, mais pas annulée. Pierre Gattaz, je pense que peut-être ça vous inspire quelques réflexions. Moi, j'étais tout à fait... D'abord, c'est ma famille, le MEDEF. Je soutiens complètement Patrick Martin. Je l'ai soutenu dans cette initiative parce que je crois qu'il y a un moment, les patrons doivent se mobiliser. Et donc, alors, je suis aux États-Unis la semaine prochaine, je ne pouvais pas venir. Il a décidé, et je soutiens sa décision, vu le chaos politique actuel, de reporter sa mobilisation. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il arrive à faire adhérer les autres patrons, les autres organisations comme la CPME, comme le 2P, parce qu'il faut arrêter les petits problèmes de cuisine et de ménage interne. Là, on parle de la France, on parle de l'économie de la France, on parle de nos salariés, on parle de nos entreprises. C'est trop grave ce qui se passe actuellement. Et moi, je pense que de manifester de temps en temps notre colère face à des partis politiques qui souvent ne font pas leur boulot, nous, si vous voulez, voilà, moi je soutiens à la fois le mouvement de mobilisation. Alors peut-être faut-il un peu mieux le préparer, mais je suis complètement d'accord pour que de temps en temps montrer les dents et de façon positive, parce que on n'est pas des poujadistes, nous on apporte des solutions à chaque fois, si vous voulez, des propositions sur la table, mais qui nous écoutent, si vous voulez. On a l'impression que parfois ils comprennent pas l'entreprise parce que la plupart d'entre eux n'ont pas bossé dans le privé. Et ça c'est un autre sujet, surtout pour les partis extrêmes. Autre manif, autre ambiance, et celle-là a bien eu lieu. Beau succès pour la 3e édition du salon IBT, qui rassemble les filières industrie, bâtiment et technologie azuréenne, délocalisé pour la première fois à Grasse, et on a tous eu quelques embouteillages pour y aller. Il a fait le plein, que ce soit sur le job dating avec plus de 200 postes à pourvoir et beaucoup de candidats qui se sont manifestés, ou alors sur ces démonstrateurs métiers qui ont eu également beaucoup de succès. Satisfecit aussi du côté des organisateurs, mais petit bémol sur la filière parfumerie locale qui n'a pas été très bien représentée. Et pourtant, c'est une industrie qui se porte particulièrement bien. Pour preuve, la nouvelle inauguration de la nouvelle usine de LMR Naturals, c'est une boîte américaine, une filiale de IFF, qui s'est installée au Bois de Grasse. 10 millions d'euros ont été investis sur l'extension d'une unité déjà présente et qui s'occupe des matières naturelles pour le groupe IFF. Les travaux vont continuer. On va restructurer le centre de recherche et développement, et c'est l'assurance pour Grasse de rester le
siège d'IFF France, et ça c'est chouette. Et LMR a d'ailleurs acheté toujours à Grasse une exploitation agricole pour boucler la boucle du naturel en circuit court. À seulement un quart d'heure de l'usine, l'équipe d'agronomes dédiée y travaillera sur des essences végétales particulièrement remarquables pour leur qualité olfactive. Agnès, côté tendance, comment s'annonce l'automne ? Alors, je ne vais pas faire la météo. Les artisans sont 40% à déclarer une baisse d'activité selon la Chambre de métier et de l'artisanat régional qui faisait son traditionnel point de conjoncture de la rentrée. Ils ne sont que 13% à s'attendre voir croître leur chiffre d'affaires et 10% à envisager recruter un apprenti. C'est pas terrible. Yannick Mazette, le président des artisans régionaux, pense qu'il devra accompagner au moins 60% des entreprises dans ce besoin de croissance ou de transmission. Ça fait beaucoup. Et un petit paradoxe dans cette conjoncture un peu Hudson, selon les derniers chiffres de l'INSEE, 102 961 entreprises créées en août 2025, c'est 13,9% qu'en août 2024, c'est pas si mal dans un pays qui surfe sur les difficultés économiques et politiques. Il reste quelques bonnes nouvelles quand même, vous voyez. Et cette résilience est ressentie à l'échelle internationale et locale, surtout, ce qui nous intéresse. Oui, l'exemple parfait, c'est Cutis, une biotech suisse, peut-être que vous la connaissez, cher Gattaz, comme vous adorez la Suisse, oui. qui a implanté, et nous aussi d'ailleurs, qui a implanté un de ses labos au bioparc de Sofia Antipolis. Elle a levé 60 millions d'euros, ce qui fait 56 millions de francs suisses, pour financer ses essais cliniques de greffons de peau personnalisés, on pense au Grand Brûlé notamment, et à Zurich, siège de Cutis, on confirme que cette levée de fonds permettra à sa filiale Sofipolitaine d'accélérer tous les travaux en cours. Vous aimez la Suisse, mais vous aimez aussi les entreprises familiales. Alors ici, nos belles entreprises familiales ne lèvent pas de fonds, mais elles les agrègent. Exemple avec Neriva Environnement, une filiale à 50-50 des groupes Spada et Hippolito. Ils ont allié leurs forces, leurs compétences et leurs capitaux autour d'un objectif, la revalorisation des déchets professionnels. Au menu du recyclage, y compris énergétique et surtout en option locale. C'est bon pour l'environnement, c'est aussi bon pour les ressources réemployées au local. Très bien. Et à noter aussi l'innovation mondiale de Virbac, le laboratoire de santé animale basé à Carrosse, a sorti le premier aliment médicamenteux au monde qui a nécessité 100 000 heures de R&D, c'est l'équivalent de 15 ans quand même, et cet aliment médicamenteux s'attaque à l'insuffisance rénale chronique des chats. C'est la première cause de mortalité chez les félins de plus de 5 ans. Alors avec Vicali, c'est le nom de cet aliment médicament, Virbac améliore la qualité de vie de l'animal et facilite la vie de son propriétaire. Quiconque a déjà essayé de donner un comprimé à un chat comprendra la nécessité. Et allez, en septembre, il y a eu quelques événements aussi. Tout à fait, on commence par le prix EY Sud qui est toujours très attendu et le prix de l'entrepreneur de l'année, c'était ce 22 septembre à Marseille. Et qui a reçu le prix d'entrepreneur de l'année EY? Eh bien, c'est le groupe Robertet, leader mondial de la transformation des matières naturelles qui est à Grasse et qu'on connaît bien. Et l'autre prix très plébiscité, le prix de l'entreprise familiale, remis au groupe Rani. Karine, vous ne saviez pas. Et c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Deux beaux fleurons industriels de notre région que vous devez connaître. Oui. Autre prix des DCF Awards. Très belle entreprise. Très belle. Oui. Les DCF Awards ont rendu leur verdict. Les directeurs commerciaux de France Antenne Côte d'Azur ont sacré cette année iPaper dans la catégorie PME. Alors iPaper, c'est un expert en data et en IA. Au sol a été sélectionné et lauréat dans la catégorie Startup pour ses batteries nomades et intelligentes ultra connectées. Luc Angeli, distribution de produits artisanaux italiens, c'est adjugé la catégorie coup de cœur. Et mesdames, le groupe Nice Matin dans la catégorie ETI est sorti victorieux. Rendez-vous dans 2 ans pour le prochain festival du savoir-vendre. Et merci à vous pour ce résumé de l'actualité économique azuréenne. Nous passons à la rubrique En coulisses. Pierre, est-ce que vous êtes gourmand? J'adore, oui, bien sûr. Trop. Parce qu'on vous amène à la Trinité, dans les coulisses du pâtissier chocolatier Lac, qui fête ses 30 ans cette année, mais surtout qui prépare activement l'une des périodes les plus importantes de l'année, les fêtes de Noël. On regarde. Bienvenue au laboratoire Lac et pâtisserie Lac. Aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu comment on fonctionne pour préparer nos fêtes de Noël. Vous allez voir le coulage des chocolats, l'enrobage des guimauves et on commence les montages de sapins.
Aujourd'hui, nous fabriquons essentiellement tous les bonbons de Noël. Sur cette ligne d'enrobage, on va changer 2 fois de couverture, noir-lait, parce que la période de Noël, on est obligé d'être très flexible. On va passer environ entre 200 et 250 kg de couverture, ce qu'on appelle couverture chocolat, à cette période. C'est 4 fois plus que la normale. Les petits sapins, les bonhommes Linzer, tout va passer sur cette machine toute la journée. On fait 2 équipes de 5 h du matin jusqu'à 17 h. Pendant la période de Noël, qui est quand même la plus grosse période pour nous, puisqu'on a Noël, on a Pâques et ensuite on a les galettes, on reprend au laboratoire 7-8 personnes à peu près en plus. Et dans les boutiques, on rembauche 10-15 personnes, des gens qui sont là pour recharger les vitrines, qui sont là pour aller chercher les commandes. Et puis on livre nos 4 boutiques qui sont sur la ville de Nice, et puis la boutique du laboratoire. Et donc plusieurs commandes qui partent de Monaco jusqu'à Cannes. Le sapin mendiant, c'est l'une des plus belles ventes. Ça représente vraiment Noël. L'avantage, c'est que c'est des mendiants. Ça reste quand même très provençal, les 13 desserts. Et puis c'est quelque chose qu'on peut partager. Donc on enlève les petits anneaux et chacun peut manger un morceau du sapin. Et puis surtout, c'est ce qu'on appelle des centres de table. Donc c'est quelque chose qui va être positionné sur la table où tout le monde va partager. Des petits sapins comme ça, on va en faire à peu près 700. Et après, on a un gros modèle, hop, qui est la taille au-dessus, où ça, on va en faire à peu près 400. Voilà les produits vraiment phares de Noël. Et puis ensuite, on a une box, un coffret cadeau, avec plein de produits dedans. Et ça rappelle un petit peu, moi quand j'étais petit, les surprises. Donc avec des bonbons de chocolat, avec des spécialités, du Diabolix. On a 4 sortes de boîtes. Donc ça fait qu'on fait beaucoup d'heureux. Enfin, on envoie un morceau de Nice dans la France entière. Merci à Franck Fernandez qui a réalisé ce reportage très gourmand. Et merci aussi à Pierre Gattaz qui a été rejoint par toute l'équipe de l'Institut des Solutions Sud, au complet, les membres fondateurs. Donc on attend beaucoup de vous. Donc, merci à vous de votre présence sur ce plateau. Merci de votre invitation. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Et c'est déjà l'heure de la dernière séquence de ce Territoire Éco, le pitch du mois. Octobre est le mois européen de la cybersécurité et a pour objectif de sensibiliser aux cybermenaces, mais surtout aux bons réflexes pour s'en protéger. Et ça tombe bien puisque le pitch que vous allez entendre est celui de Karine Usan qui a fondé à Nice Cyber Keep Cool. Bonjour Karine. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Et donc votre promesse, Karine, est de déjouer plus de 90% des cyberattaques sans outils, ni connaissances techniques et surtout sans rien installer. Alors vous nous expliquez en 90 secondes comment ce petit miracle est possible. Alors, avec plus de 30 ans d'expérience en informatique B2B, moi, ce qui me fascine le plus, c'est que plus ça va, plus les hackers vont profiter de nos émotions et de nos réflexes. Plus de 95% des attaques réussies le sont parce qu'on fait une erreur humaine. Et avec l'apparition des attaques 100% IA, les pirates, ils vont boire un café pendant que leurs robots vont trouver des informations sur nous et nous envoyer des attaques personnalisées pour chacun de nous dans chaque entreprise. Donc la sensibilisation est essentielle pour la réduction du risque et ça, quelle que soit la protection technique et la taille de l'entreprise. Le problème, c'est que on entend souvent à la machine à café « Oh là là, ils nous ont compliqué les règles là, pour créer les mots de passe » ou alors « Ah, j'ai plus que 2 jours pour faire ma formation ». Mais le risque, on le réduit réellement, pas seulement avec la sensibilisation, mais avec l'engagement réel des équipes. Et moi, avec Cyber Keep Cool, j'accompagne les entreprises pour mettre en place leur sensibilisation ou l'optimiser pour obtenir l'engagement maximal, de façon à ce qu'on entende enfin « Ah, j'ai appris des choses vraiment intéressantes et concrètes et j'ai envie de les mettre en pratique dans mon entreprise et à la maison ». Ma mission, c'est de mettre l'humain au centre et de permettre aux entreprises de réduire réellement leurs risques. Pour en savoir plus, cyberkeepcool.com. Merci Karine, et c'est avec vous que s'achève cette émission que vous pourrez voir et revoir sur les sites internet et les pages Facebook, la chaîne YouTube du groupe Nice Matin, mais aussi bien sûr sur le site de Tribune Côte d'Azur, tribuca.net. Merci à vous tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et à Philippe Bertini à la réalisation de cette émission, à Chloé Voirgard à la conception, merci à vous, à Agnès et Isabelle, et nous vous retrouvons le mois prochain pour le plein d'actualités économiques.